j'ai rien à faire. Et donc, suite à cette entrée pour moi à Montpellier, donc dans le groupe dirigé par Didier Champigny, c'est devenu récemment une UMR. Alors pour vous, c'est pas très important, mais pour nous, on nous demande de mettre ça en avant. Alors UMR, c'est-à-dire unité mixte de recherche, et elle a trois composantes institutionnelles que sont l'IRD, avec un numéro particulier, le CNRS avec un autre numéro particulier, et l'Université de Montpellier 1. Bientôt, il y aura aussi l'Université de Montpellier 2. Donc voilà, tout ça est anecdotique, mais au moins faire pour le positionnement académique et structurel. Avant Montpellier, j'ai passé 4 ans au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Encore avant, je remonte, j'étais ici à l'Institut Pasteur Madagascar pendant 4 ans. Encore avant, j'étais au Cameroun à l'OCA. Encore avant, j'étais à Dakar, dans une structure IRD mais proche de l'Institut Pasteur de Dakar. Encore avant, j'étais à l'OCCGE, au Centre Mirage à Bobo-Dioulasso, qui vient d'une expérience essentiellement africaine. J'ai fait des missions un peu en Amérique latine, un peu aux Antilles, un peu dans l'océan Indien, parce que là, c'est pas véritablement partie de l'Afrique, je trouve. Et voilà, ma connaissance de l'entomologie médicale et de la parasitologie, essentiellement liée aux maladies à transmission vectorielle, a été acquise dans cette zone du monde. Donc, moi, je suis très orienté Afrique, océan Indien, et vous allez voir dans les exemples que je vais vous proposer, ça va transparaître beaucoup. Alors donc, en avant pour le sujet qui nous a été proposé, les anophèles, hôtes et vecteurs de plasmodium. On pourrait très bien dire hôtes vecteurs, hein, ça a du sens aussi, puisque l'anophèle est à la fois un hôte pour le parasite et le vecteur de ce parasite, au moins par rapport à la transmission et au cycle de ce plasmodium. Alors, ce que je vous propose comme plan, vous allez le voir tout de suite, je vous ai dit que ce n'était pas un cours, donc c'est décousu, c'est 3 parties qui sont indépendantes. La première donc, va concerner les anophèles en tant qu'élément de biodiversité. Et je vais, cette phrase que je vous propose, les anophèles constituent un élément de la biodiversité. Personne ne peut me dire le contraire, c'est une vérité générale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je prendrai quelques exemples dans la région, autour, à Madagascar et au Seychelles. Alors, on ne parlera pas que des anophèles, on parlera des moustiques en général. On verra qu'il n'y a pas d'anophèles au Seychelles, on n'est pas à se demander pourquoi. Deuxième point, les plasmodiums n'ont pas de phase libre. Hein, les plasmodiums sont des parasites obligatoires. On ne trouve jamais un plasmodium sur une table ou par terre, ça n'existe pas. Ou alors il est mort, il n'existe plus, c'est plus un plasmodium. On ne le trouve qu'à l'intérieur d'un être vivant. Et cet être vivant, il est soit vertébré, on va dire c'est l'homme, c'est pas que l'homme, mais enfin, ça peut être des animaux, des vertébrés, mais enfin en l'occurrence c'est surtout le plasmodium humain qui nous intéresse ici dans cet atelier. Ou bien c'est le vecteur, donc l'anophèle vecteur. Donc le plasmodium, il n'est jamais libre. Et la phrase que je vous propose, donc les plasmodiums n'ont pas de phase libre. Ce sont des parasites obligatoires. Troisième point, c'est la transmission vectorielle impact le R0. Alors on se demandera ce que c'est que le R0. Le R0, c'est par définition un taux de reproduction, c'est un taux de transmission, c'est quelque chose qui permet d'avoir une idée mathématique de la circulation d'un agent infectieux, d'un agent qui souvent est un agent pathogène, puisque c'est le R0 concerne surtout ça. Et autour des épidémies, autour des nouveaux cas, qui a été mis en place ce R0. Et donc on en prendra un exemple dans le concept général de l'éradication du plasmodium. Alors j'ai fait exprès de mettre éradication mondiale, hein, c'est un pléonasme absolu, mais j'aime bien de temps en temps insister sur les idées. Et dans ces cas-là, ça rentre mieux dans le crâne, je dirais. Alors, les plus perspicaces d'entre vous, quand ils voient ça, les anophèles constituent un élément de la biodiversité, les plasmodiums n'ont pas de phase libre, et troisièmement, la transmission vectorielle impacte le R0. Eh bien, ceux d'entre vous qui sont perspicaces, normalement, devraient dire, mais comment est-ce que je peux faire une présentation digne de ce nom avec des évidences? Il y a 3 vérités qui ne sont pas des points de discussion. Hein. J'ai fait exprès, quelque part, de prendre une formulation qui soit un petit peu lourde, je dirais. Hein. Mais justement, le défi, ça va être d'essayer qu'on s'y intéresse et de voir ce qu'il y a de caché derrière ces évidences. En avant pour le premier point, donc on a fait continuer élément de la biodiversité. Alors, parlons moustiques, ne parlons pas d'anophèles pour commencer, parlons moustiques. Il faut bien être conscient d'une chose,
Vous n'êtes pas tous entomologistes, mais vous allez le devenir rapidement, en quelques semaines, vous allez voir, et vous allez être convaincus d'une chose, c'est que les moustiques, en général c'est la famille des culicidés, ça désigne deux domaines très différents. Le premier, c'est les anophèles, donc c'est une sous-famille, la sous-famille des anophélinés. Vous reconnaissez ici en haut à gauche une femelle, et puis en bas à gauche, là, une femelle et un mâle. Hein. Donc ça, c'est une allure, un look, on le reconnaît, c'est facile à reconnaître les anophèles. Quand vous serez dans la semaine en entomologie, vous verrez bien les distinctions, vous les toucherez du doigt, et vous les intégrerez. Alors les anophèles, au-delà de leurs caractéristiques biologiques, donc ils sont donc des vecteurs de plasmodium de mammifères, et également des vecteurs de filariose. Hein. Il y a des plasmodiums de mammifères, mais il y a des plasmodiums de reptiles ou d'oiseaux. Et dans ces cas-là, si c'est des plasmodiums de reptiles ou d'oiseaux, ce ne sont pas les anophèles qui sont vecteurs, c'est le deuxième groupe, c'est la sous-famille des Culicinés. Les Culicinés, il y a deux illustrations là, ce sont deux femelles, qui sont toutes les deux plus ou moins empreintes de sang. Celle-là là-haut est plus empreinte de sang sur la peau, probablement d'un homme, hein, j'imagine. Et là, cette femelle-là vient de se gorger, est en train de décoller avec son abdomen qui est plein de sang et qui donne un peu l'image d'un, je sais pas, pour moi c'est un camion citerne qui est en train de décoller. Donc chacun il voit ce qu'il veut. Donc là, c'est un autre domaine, hein, et donc, ce sont des vecteurs de plasmodium de reptiles et d'oiseaux, ce sont des vecteurs d'arbovirose, ou enfin d'arbovirus au sens qui déclenchent des arboviroses, par exemple la pèlure jaune, la dengue, le chikungunya et compagnie, ou des vecteurs de filariose, notamment de filariose animale, il y en a très nombreuses. Hein. Et là, pour mémoire, j'ai mis une petite photo de Toxorhynchus qui me permet de vous signaler que maintenant, c'est définitif, on n'y reviendra plus jamais à mon avis. Les Toxorhynchus qui étaient considérés par certaines classifications comme un troisième sous-famille, donc une, deux et troisième sous-famille qui aurait été les Toxorhynchus, eh bien non. Maintenant, les Toxorhynchus sont inclus dans les Culicinés. On va voir ça. Donc, deux domaines très différents dans les moustiques. On a eu des illustrations sur l'adulte, et maintenant on voit des illustrations sur la larve. Alors, la larve d'anophèle, ici, est parallèle à la surface de l'eau, et la larve de Thylès, elle, est plus ou moins perpendiculaire. Donc, au-delà de cette position, il y a évidemment l'existence de quelque chose qui est très important, c'est le siphon, qui est là chez les Culicinés, et qui n'existe pas du tout, il n'y en a pas ici, c'est des anophèles. Donc voilà quelques illustrations. Et ici, pour ceux qui la reconnaissent, c'est une larve de Toxorhynchus, qui est un petit peu différente. Beaucoup plus grosse, larve carnivore. Alors un point de distribution, hein, quand on parle de biodiversité, on parle évidemment d'un lien avec l'environnement, donc de la distribution. Où est-ce qu'on trouve les individus appartenant à une même espèce? Alors, un point essentiel, c'est que la distribution des anophèles, pour une espèce donnée, elle est plus ou moins locale. Elle ne se trouve jamais à une échelle au-delà d'un continent. Jamais. Il n'y a pas d'exception à ma connaissance. Prenons quelques exemples. Hein. Anopheles albinani, donc il y a une distribution là. Vous voyez, tous les points noirs, c'est là où on l'a vraiment trouvé, et toutes les zones marron, c'est là où on est à peu près sûr qu'il devrait se trouver, si on le cherchait bien. Donc voilà, c'est une répartition qui est essentiellement en Amérique latine, surtout en Amérique centrale et dans l'arc caraïbe. Donc c'est un très bon vecteur de plasmodium humain dans cette zone du monde. Mais alors, vous voyez qu'il ne rentre par exemple pas dans la forêt amazonienne, il ne rentre pas non plus dans la zone du nord du Mexique, tout ce qui est un petit peu plus sec ou plus tempéré. Donc voilà, c'est une distribution quand même très locale. Anopheles freeborni, qui était un vecteur important de plasmodium humain avant l'éradication aux États-Unis, il a cette répartition-là. Voilà, donc on le trouve surtout dans la côte ouest, et on a des bonnes raisons de penser qu'il l'avait ou qu'il existe encore dans toute cette zone qui est colorée en marron. Mais ça ne va pas au-delà. Mouchetti, Anopheles mouchetti, qui entre parenthèses n'a rien à voir avec Jean Mouchet, hein. C'est une espèce qui a été décrite en 1925, donc c'était quasiment avant la naissance de Jean Mouchet, ou presque. Donc, il n'y a pas de raison de croire qu'il y a un lien entre Jean Mouchet, un très grand entomologiste et un très grand polygologue de l'IRD, et cet anophèle. Mais n'empêche donc, la répartition d'Anopheles mouchetti, c'est essentiellement le bloc forestier d'Afrique centrale, avec donc sa zone forestière et puis les galeries forestières qui sont attenantes.
Mais ça ne sort pas de là. Koliensis, Anopheles koliensis, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et pas autre chose. Balabacensis, c'est une portion de l'île de Bornéo, avec ici un diverticule, et puis une île des Philippines. C'est tout. Vous voyez, cette idée-là, elle est importante avec ces Anophèles, c'est qu'il y a une solution qui est très locale. Et encore là, je vous ai pris des exemples qui étaient tirés de ce papier très intéressant que je vous recommande, de Simon Hay et collègues, où il y a les cartes de dissolution des experts principaux. Mais si on regarde les autres anophèles, notamment ceux qui sont par vecteurs, par exemple, on va regarder Anopheles neplegi, qui est connu d'une seule localité à côté de Diego, Anopheles ammoni, qui est connu d'une grotte au Gabon, Anopheles bombé, qui est un vecteur paludisme du complexe d'Anguier, qui est connu d'une seule forêt, la forêt de je ne sais pas où, du comté de Bouamba, de la forêt de Tamilki, quelque chose comme ça. Si quelqu'un veut me confirmer. Donc, dans le comté de Bouamba, en Ouganda, et pas ailleurs. Donc voilà, ça c'est des distributions qui sont archi-locales, ce sont des bonnes espèces d'anophèles, plus ou moins vecteurs, plutôt moins que plus d'ailleurs, mais qui ont une répartition locale. Les anophèles n'ont pas une tendance à se répartir de façon continue et à augmenter la surface de leur aire géographique. Ça, c'est un point important avec les anophèles. En ce sens-là, c'est radicalement différent de ce que l'on peut observer avec certains Aedes ou certains Culex. Certains Aedes ou certains Culex ont une répartition mondiale. Aedes ellipti, c'est un motif qui est pantropical, on le trouve sur toute la surface du globe. Aedes albopictus est plus ou moins en train de faire ce même chemin. Même s'il est en cours tellement, il n'est pas partout, mais on a bonne raison de penser qu'il va y arriver. Donc, à ce sens-là, les anophèles ne sont pas typiquement des espèces invasives. C'est une espèce qui reste là où elle est. Alors, elle occupe une stratégie d'occupation de la zone dans laquelle elle se trouve, mais pas de colonisation des zones alentours. Il faut toutefois modérer ce propos parce qu'il y a des exemples dans le passé qui ont montré que les anophèles étaient tout à fait capables de traverser les continents, notamment. On a une très belle histoire, un historique dont je ne vais pas vous parler du tout, mais que vous pourrez rechercher par vous-même, c'est l'histoire d'Anopheles arabiensis au Brésil. Donc il a traversé l'océan Atlantique depuis l'Afrique continentale jusqu'au Brésil, et puis il a donné lieu à des épidémies très très importantes de plasmodium dans les populations humaines, et puis il y a eu des campagnes de lutte et d'élimination de cet Anopheles arabiensis au Brésil qui a réussi. Ce qui montre bien que ce n'était pas un anophèle qui était très bien implanté. Quand une lutte réussit assez bien réussit parfaitement, je veux dire, pour éliminer complètement l'espèce cible, ça veut dire que cette espèce n'était pas si bien implantée. Donc ça confirme le fait que les anophèles ne sont pas typiquement des espèces invasives. Alors ça, c'est une présentation que j'ai faite il y a quelques mois à Lyon, en France, donc en novembre 2010, et donc comme elle s'insère bien dans le propos que je vais vous illustrer, j'insère cette diapositive qui me permet de mentionner les collaborateurs qui ont contribué à l'obtention de ces résultats. Donc on est en plein dans ce que je vous disais, je vais vous parler de la biodiversité des moustiques dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien pour donner des exemples. Les îles du sud-ouest de l'océan Indien, la plupart d'entre vous doivent bien savoir de quoi il s'agit, mais pas forcément toutes, donc deux mots. Évidemment, sud-ouest de l'océan Indien, on ne peut pas ne pas parler de Madagascar. Donc on peut se poser la question de savoir si c'est une très grande île ou un petit continent. J'espère vous apporter des éléments de réponse à ça tout à l'heure. Et puis après, il y a toute une myriade d'îles, mais qui sont infiniment plus petites, qui n'ont pas de comparaison en termes de surface immergée, mais par contre qui ont de l'importance en tant que taille quand on inclut la dimension stratégique, notamment la taille des eaux qui sont des eaux nationales. Les Seychelles, donc c'est énorme, elles sont là, au nord de Madagascar on va dire. Maurice, c'est énorme, c'est à l'ouest. Et puis après, il faut mentionner l'archipel des Comores, avec l'Union des Comores, les trois grosses îles principales des Comores. Je n'ai pas l'impression que vous ayez des étudiants des Comores cette année. Non. D'habitude, il y en a souvent, mais cette année, il n'y en a pas. Et puis après, il y a plein de petites îles qui sont même souvent encore beaucoup plus petites, qui sont parfois des îlots, et qui sont occupées par la France. Alors que c'est pas un îlot, c'est la Réunion, c'est un département français, Tromelin, les Glorieuses, l'île de Mayotte, qui est un département français maintenant, Juan de Nova, Batavienga et Europa, qui sont donc une myriade de petites îles et qui donnent à la France le statut de nation présente dans cette partie du monde.
biodiversité des moustiques, quelques définitions qu'on va voir tout de suite, les méthodes qu'on a utilisées, quels sont les moustiques qu'on a rencontrés, puisque biodiversité égale espèce, et donc dans ces cas-là des moustiques. On fera deux études de cas, la première sur les anophèles à Madagascar, et la deuxième sur les moustiques aux Seychelles. Et puis, on développera une conclusion. Alors, comme définition de l'espèce, là, je ne m'embête pas. Quand on travaille en termes de biodiversité, il faut faire un peu abstraction des définitions les plus belles, c'est-à-dire les biologiques de l'espèce. On oublie ça, on est dans de l'opérationnel, et donc j'utiliserai toujours la définition la plus critiquable de l'espèce, mais celle qu'on utilise tous quand on fait de la systématique ou de la bioécologie, quelque part, c'est la définition chimique de l'espèce, à savoir qu'est une espèce, ce que les spécialistes de la discipline considèrent comme telle. Voilà, on s'abrite derrière la liste d'autres, de collègues et de spécialistes. C'est très critiquable, hein. Enfin voilà, on essaie de travailler comme on peut. Et donc dans ces cas-là, en entomologie, parce que les moustiques relèvent de l'entomologie, ce sont des insectes, on travaille énormément avec le concept de morpho-espèce, hein. C'est-à-dire qu'une espèce va être décrite comme une espèce nouvelle dès lors qu'on va trouver un individu qui soit suffisamment différent de toutes les espèces déjà répertoriées. Ça sera une nouvelle espèce. Mais on sait aussi qu'il y a certaines espèces qui ne sont pas différenciables par la morphologie et qui relèvent donc du complexe d'espèces. Donc surtout morpho-espèce, mais également un petit peu de concept de type complexe d'espèces. Biodiversité, qu'est-ce que c'est que la diversité? La biodiversité, pour moi, évidemment, c'est la description du monde vivant, mais pas seulement, il ne faut pas se limiter à ça, c'est également la compréhension des causes et des mécanismes qui ont présidé à la mise en place de ces êtres vivants. Hein. Ces deux notions-là sont extrêmement importantes et à mon avis indissociables. Si on fait que l'un des deux, on n'a pas une vision réelle, pas une vision complète de ce que c'est la biodiversité. On fait de la description, et on pourrait le faire sur autre chose que sur la biodiversité. C'est essayer de comprendre ce que l'on voit. Donc la biodiversité, ça n'est pas la description d'un état, c'est très important à faire ça, c'est pas un instantané figé d'une situation, hein, c'est pas une photographie. La biodiversité, c'est un processus. C'est quelque chose qui est une dynamique, quelque chose qui est en changement constant. On est beaucoup plus dans une image de cinéma que dans une image de photographie. Donc quelque part, il faudra prendre en compte les dimensions spatiales et historiques, dès lors qu'on fait de la biodiversité. Les méthodes qu'on va utiliser pour avoir de l'information sur ces moustiques, c'est d'aller dans les bases de données, on fait comme vous le faites sur Internet, on va faire de la bibliographie, et puis on va aussi sur le terrain, on fait de l'inventaire. Vous ne ferez pas beaucoup de missions de terrain, mais enfin bon, vous savez ce que ça veut dire quand même d'aller sur le terrain. Et donc on fait des inventaires avec des missions de terrain, on collecte et on conditionne, on préserve les larves, on collecte et on conditionne les adultes de moustiques. C'est essentiellement larves et adultes. Hein. En matière des œufs dans la nature, bon, moi j'en ai jamais vraiment trouvé, maintenant je ne les vois pas assez bien pour les jouer, c'est tellement petit qu'on n'en trouve pas. Et puis les nymphes, c'est difficile de déterminer une nymphe, franchement. Quand on ramasse une nymphe, on la garde et puis on attend que l'adulte émerge. On fait des observations à l'aube binoculaire au microscope, on fait également des montages de larves et des montages de génitalia de mâles. Les génitalia de mâles en entomologie des moustiques, c'est essentiel, on ne peut pas s'en passer. Dès lors qu'on travaille sur les groupes comme les culettes ou sur les aïlettes, on n'y échappe pas. Et puis on fait des comparaisons avec des collections de références. Hein. Les insectes sont montés et sont stockés dans des collections de références et il se trouve qu'à l'IRD de Montpellier, on a la deuxième collection d'insectes d'intérêt médical d'Europe. Donc c'est une bonne base de données pour travailler. Et puis maintenant de plus en plus, on ne travaille pas à la morphologie, on travaille avec des informations qui prennent de la biologie moléculaire et on fait des séquençages de gènes d'intérêt pour la détermination ou pour confirmer une détermination. Les difficultés qu'on a rencontrées sont classiques, ça ne vous surprendra pas beaucoup, c'est des changements dans les aires géographiques. Hein. Selon l'époque, les Seychelles, par exemple, ont désigné que les îles centrales granitiques, et puis les autres, on les appelait les Outer Islands. Et donc, à l'heure actuelle, bien sûr, les Seychelles sont regroupées, et les îles qu'on appelait de l'extérieur sont vraiment partie intégrante des Seychelles, mais c'était variable. Quand on regarde les vieilles publications, c'est pas le cas, hein. N'oubliez pas ça. Vous le savez aussi sûrement, c'est que au niveau de l'archipel des Comores, c'est pas la même chose si on désigne l'archipel des Comores et l'Union des Comores, que à l'heure actuelle Mayotte fait partie de la France et non de l'Union des Comores, même si l'Union des Comores revendique ce territoire comme un territoire propre. Bon. Ça, c'est des impacts de la politique quelque part sur les notions géographiques. Il faut les intégrer. Les changements en taxonomie,
Ça, c'est la pagaille. Il faut vraiment être spécialiste, mais il faut le savoir si on s'intéresse à ça. On est obligé de rentrer dans les détails. Donc la nomenclature des espèces, c'est quelque chose qui change tout le temps. C'est énervant au possible. Et on ne le sait pas forcément. Stegomyia fasciata, c'était le nom de description d'Aedes aegypti. Vous voyez, c'est une bête aussi énorme qu'Aedes aegypti. Avant, elle s'appelait autrement. Hein. C'est comme si le Plasmodium falciparum, demain, on décide de changer de genre. Il y aurait du sens, peut-être, en termes de biologie générale, mais qui serait un non-sens en termes opérationnels. Plus personne ne saurait ce que ça veut dire. Anopheles costalis, qui a été rencontré au Seychelles en 1930, et bien maintenant il s'appelle Anopheles gambier. Vous voyez, ça touche même des noms, pas d'espèces rares, hein, ça touche des noms d'espèces qui sont importantes au plus haut point. Donc l'espèce Frayeri, elle aussi, c'est anecdotique parce que c'est pas forcément une bête qui vous a embêté, mais enfin, Aedes Frayeri, qui maintenant c'est un Aedes, eh bien, c'est une bête qui est extrêmement abondante au Seychelles, qui occasionne une nuisance monstrueuse. Et bien, cette bête, elle a déjà changé 5 fois de nom de genre. Elle est passée par Pilicelsa, c'est là qu'elle a été décrite comme ça. Puis après, ce genre a été oublié. Et puis après, c'est devenu un Aedes, c'est devenu un Opérotatus, c'est devenu un Lésua. Et après, c'est devenu un Aedes encore. Et c'est pas forcément fini, vous allez voir. Donc voilà, une bête qui change 5 fois de nom, ça énerve. Je veux dire, quand on travaille là-dessus, ça m'énerve de nous, on se dit, mais que font les entomologistes qui ont ça à faire, hein, c'est énervant. Venu dans synonyme, Aedes excellentis est tombé en synonyme avec Aedes albocéphalus. Bon voilà, quand on diminue le nombre de taxons, on est plutôt content. Mais non, il n'empêche qu'il faut le savoir. On peut également être embêté par des assignations de certains morphes de larves aux morphes des adultes. Et puis souvent, des fois, c'est arrivé avec des fausses descriptions, c'est-à-dire que les descripteurs se sont trompés. Ils ont dit cette larve-là correspond à cet adulte-là. Ils étaient sincères, mais ils se sont trompés. Donc après, il faut corriger, et ça entraîne des tas de complications. Les mises en évidence d'espèces jumelles, là aussi, ça peut être quelque chose qui complique la vie. Hein. Le taxon Anopheles gambier, donc maintenant, désignerait cette espèce. Et c'est probablement pas fini. Pour le moment, on en est là. Après, il y a tout ce qui est erreur de détermination. À la limite, on s'en accommode assez bien parce que c'est corrigé. Mais il y a tout ce qui est stress douteux. Que dire d'Anopheles comorantis? Alors, Anopheles comorantis, c'est une espèce qui a été décrite sur une femelle qu'on a trouvée une fois à Mayotte en 1970. On n'a jamais trouvé le mâle, jamais trouvé les larves, jamais trouvé une deuxième femelle. Et ça, on considère que c'est une espèce. Oui, ça énerve aussi. On se dit, mais à quoi bon décrire cette bestiole comme une espèce? Ça a peut-être un intérêt anecdotique pour les chasseurs de papillons, mais quand on travaille, c'est-à-dire un peu de façon sérieuse, on se dit à quoi ça sert. Anopheles mirus aurait été observée une fois à Maurice, mais elle n'a jamais été retrouvée. Donc on a bonne raison de penser que, en plus c'est sur des critères qui ne sont pas absolus, c'est-à-dire que c'est pas sur des critères de cytomorphologie ou de séquençage. Donc ça restera douteux et on peut ou ne pas considérer que Mirus fait partie de la faune mauricienne. Et puis enfin, et surtout c'est ça que je retiens, moi, c'est que déterminer un moustique, eh ben, c'est très difficile. Même si vous êtes un très bon entomologiste, si vous avez une grosse expérience, une grosse culture, je ne parle que du domaine que je connais un peu, le domaine des moustiques, eh bien, j'ai de temps en temps des doutes sur une détermination que je fais. Et ça peut m'arriver de mettre des points d'interrogation après. Donc voilà, ça ne me surprendrait pas que vous soyez d'accord avec moi pour confirmer que c'est difficile de déterminer un moustique. Alors voilà les résultats qu'on a. Donc qui sont le résultat de compilation de diverses sources, hein, et qui nous permettent de regarder donc ce qu'on appelle la richesse spécifique instantanée. Quelque part, c'est le nombre d'espèces observées au moins une fois. On ne regarde pas la distribution des espèces, on ne regarde pas si certaines sont abondantes, d'autres non, d'autres ont été trouvées une fois. Donc, alors donc, le monde, la surface du globe, la région afrotropicale, donc en gros c'est l'Afrique subsaharienne, et puis quelques pays qui illustrent la zone, Kenya, Tanzanie, Mozambique, c'est-à-dire c'est la façade continentale de l'Afrique, Madagascar, l'archipel des Comores, là je regroupe, je parle bien d'archipel et pas d'union, c'est bien l'archipel, l'île de la Réunion, l'île Maurice et les Seychelles. Alors regardons ce qui se passe, je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a les anophèles et puis il y a les polypinés. Dans le genre anophèle, parce que presque tous, le genre anophèle, il y a très peu d'autres genres dans les anophélinés, donc voilà, je m'intéresse au genre anophèle. Monde 463 espèces,
hein, c'est une donnée. Donc en Afrique, il y en a beaucoup moins, bien sûr, 137, Kenya 41, Tanzanie 48, Mozambique 29, voilà, c'est ce que l'on observe dans les États de la façade continentale, c'est des grands États, donc c'est assez normal qu'il y en ait, pas mal. Madagascar 26, c'est un grand chiffre, et puis après, on tombe dans des données beaucoup plus petites, 8 espèces d'anopheles aux Comores, 2 à La Réunion, à Maurice 5, je vous ai dit qu'il y avait des doutes sur une, donc on pourrait dire 4 si on veut, enfin, voilà. C'est le Seychelles 0, pas de Seychelles, on n'y reviendra. Pas d'anophèles de Seychelles, et donc, on se posera la question. On peut regarder quelque chose qui est intéressant avec les recherches spécifiques, c'est des taux d'endémisme. Alors, on définit comme endémique une bête, là, dans ce cas-là, une espèce qui va se retrouver que dans un seul état. Hein, c'est très critiquable, mais voilà, c'est les décisions qu'on utilise. Donc, il y a 36% des 463 espèces d'anophèles qui se retrouvent dans un seul état. Hein, donc, c'est une distribution très très limitée, voilà ce que ça revient à dire. En Afrique tropicale, on a 48 sur 137, et ce qui est amusant de voir, c'est que c'est exactement le même taux. Hein. Donc ça a du sens quelque part de regarder ces pourcentages. Là, j'ai regroupé les trois états-là, et dans ces trois états-là, il y a 7 endémiques. Hein, et donc dans ces cas-là, on tombe à 10%. Madagascar, 12 sur 26, 46%. 46% d'endémiques, c'est considérable. D'ailleurs, ça ne surprendra pas tous ceux qui connaissent Madagascar et ses caractères assez exceptionnels de richesse spécifique, à la fois pour l'endémisme et pour l'archaïsme. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais enfin, ça se retrouve aussi sur les anophèles. Donc voilà, 46%, c'est le pourcentage le plus grand de cette liste. Aux Comores, il y a une espèce qui est endémique des Comores, une espèce d'anophèle. Donc 12%, et puis après 0, hein, pas d'endémique dans les petites îles. Et c'est assez normal, dans les toutes petites îles, il y a très peu d'endémiques, c'est quelque chose qui est attendu. Regardons ce qui se passe donc dans l'autre groupe de moustiques, 3054 espèces de moustiques dans le monde, avec 49% d'endémiques, 49 et 36, bon, on va pas dire que je ne veux pas insister, c'est pas trop différent. 49%, 34% sur l'Afrique tropicale, donc là encore, on note une très très grande convergence des pourcentages d'endémisme. 11% sur ces espèces-là, qui sont plus nombreuses, mais avec les mêmes taux d'endémisme. 10 et 11, on retrouve la même chose. Madagascar, qui nous intéresse beaucoup, 211, avec 123 endémiques, 58%, encore plus. C'est logique, on a 46 là et 58, mais on a la même différence, 46-38 et 58-49. Voyez. Donc, un taux d'endémisme extrêmement élevé à Madagascar. Et puis dans les autres îles beaucoup plus petites de l'océan Indien, il y a quand même pas mal d'espèces, hein, vous voyez, 37 aux Comores, c'est beaucoup. 21 aux Seychelles, par exemple, avec des taux d'endémisme. Partout, il y a quand même d'endémisme, là. Partout. Hein. Donc, c'est intéressant. Donc, sur des toutes petites îles, sur des surfaces qui sont vraiment minuscules à l'échelle d'un continent, c'est infiniment plus petit, eh bien, il y a quand même un endémisme pour certaines espèces de Philippines. Voilà, donc là, on est en plein dans la bio, dans la notion d'endémisme, oui, local. Alors, là, c'est l'utilisation des chiffres que je viens de vous présenter, mais en essayant de les présenter dans une perspective un peu plus globale, de les regrouper. Et on peut se poser la question de corréler ou non, de voir s'il existe une corrélation entre la surface, par exemple la surface des terres émergées dans le monde, ou en Afrique, ou dans les Comores, ou à Madagascar, avec la richesse spécifique. Et puis on regarde la littérature et on tombe sur la théorie des îles, la théorie du peuplement des îles, 1967 par MacArthur et Wilson. C'est une théorie qui date un petit peu, mais qui, à mon avis, est encore très utile et qui a pas mal évolué avec les théories de métapopulation, voilà, qui a évolué dans les théories de métapopulation, mais qui garde quand même un fondement qui se trouve au moins très pédagogique, et qui, cette théorie nous dit que normalement le log de la surface est corrélé avec le log du nombre d'espèces. Alors, on plotte, comme on dit en français, on dispose les points. Donc pour le monde, ça c'est les Philippines, ça c'est les anophèles, hein, et ça c'est pour l'Afrique, et ainsi de suite. Et on regarde si ça s'aligne, et on est content parce que en biologie, arriver à aligner comme ça des points, c'est pas si fréquent que ça, je dirais. Et donc, on a une corrélation qui est assez satisfaisante. Alors,
on peut penser que ça a du sens quelque part, que plus il y a une surface très grande, plus il y aura un nombre d'espèces qui va être grand. C'est relativement logique. Et puis on dit aussi que quand on transforme en log, on écrase tous les grands chiffres, et ça permet comme ça d'avoir des courbes qui sont bien alignées. On peut critiquer à l'infini ça, mais enfin en tout cas ça a du sens en biologie de se dire qu'il y a un lien entre la surface et le nombre d'espèces. On peut regarder le lien entre, par rapport au degré d'isolement, donc c'est-à-dire la distance par rapport au continent. Hein. La richesse spécifique versus la distance au continent. Et donc dans ces cas-là, on élimine les informations qu'on avait sur le continent parce qu'il n'y a pas de distance. Et dans ces cas-là, on a seulement donc les îles, donc les Seychelles granitiques qui sont les plus éloignées du continent. On a Maurice qui est éloigné aussi, la Réunion qui est éloignée mais moins, Madagascar qui est proche de l'Afrique, les Seychelles coralliennes qui sont toutes proches, et les Comores qui sont encore plus proches. Et puis on a le nombre d'espèces, donc on a des points qui sont là. Et là, qu'est-ce que l'on voit que on a des points qui s'alignent pas si bien que ça. J'ai pas frappé de droite, comme vous voyez, j'ai pas osé. Et j'ai pas fait de coefficient de corrélation non plus, ça m'intéresse pas, c'est juste l'allure de la courbe qui m'intéresse. Et on voit qu'un des points qui est le plus anormal, je dirais, c'est celui-là, Madagascar. Alors pourquoi ce point est anormal? Eh bien parce qu'on considère que Madagascar est une île, et donc on la rapporte au continent africain, mais ça n'est pas logique de faire ça par rapport à sa richesse spécifique qui est beaucoup plus grande, et donc ça aurait du sens de sortir le point de Madagascar. Dans ce cas-là, on aurait une courbe qui soit un peu plus régulière. Donc voilà, ça c'est un élément pour se dire que Madagascar c'est plus un continent qu'une île en matière de biodiversité. Et toujours la théorie des îles de MacArthur et Wilson nous dit que la richesse spécifique est aussi une composante de la diversité de l'habitat. Si les habitats sont extrêmement nombreux et diversifiés, eh bien on aura davantage d'espèces. Ça on le comprend facilement. Hein. Les habitats permettent la création de limites qui vont être exploitées davantage si ces limites sont plus nombreuses. Et donc là, je dirais, parce que ça j'ai fait ça sur moi, j'ai défini un coefficient que j'ai écrit plus ou moins arbitraire, en me disant voilà, dans le monde, il y a un coefficient 10 pour la richesse en habitat, la diversité des habitats. Donc je me suis dit en Afrique c'est moins, mais c'est quand même beaucoup. Moi j'ai mis 8, j'ai mis 9. Madagascar, c'est en été un sous-continent pour moi, j'ai mis moins, mais j'ai mis 8. Tanzanie, Kenya, Mozambique 6, Comores 4, et puis des îles vraiment toutes petites qui sont finalement pas si différentes que ça, j'ai rien contre ces îles-là, mais par rapport à un continent, c'est moins riche en termes de diversité d'habitat. Donc là, j'ai mis un coefficient 2. Et j'ai mis ça un peu comme je le sais, comme je le sens par rapport à la connaissance que j'ai de ces îles, et on s'aperçoit donc qu'il y a une corrélation qui est très belle, aussi bien pour les félicinés que pour les anéphrétinés. Voilà les données que j'ai utilisées pour cette courbe, si ça vous intéresse. Et donc on se lance dans le premier étude de cas, c'est la biodiversité des anophèles à Madagascar. Et donc on s'aperçoit qu'il y a 26 espèces. Alors je ne vais pas vous les citer toutes, parce que ça intéresse surtout les entomologistes, et puis les entomologistes de Madagascar les connaissent, ou en ont entendu parler, je dirais. Mais ce que je veux mentionner, c'est ça, c'est sont-ils vecteurs ou non vecteurs? Ça c'est important. Et donc sur cette liste de 26, il y en a 5 qui sortent comme vecteurs. Je vous les cite: Arabiensis, Sinensis, Gambier, Mascarensis et Mérus. Alors que Mérus, il n'a pas été trouvé beaucoup vecteur. Enfin bon, il est quand même certifié vecteur à Madagascar. Donc 5 sur 26. Ça fait pas beaucoup. Hein. En termes de biodiversité, on s'intéresse à toutes les espèces des 26. Si on s'intéresse en termes de transmission, dans ces cas-là, c'est ces 5-là qui sont seuls à considérer. La notion d'endémique, eh bien à Madagascar, on a vu comme c'est important, et donc, voilà, 12 sur 26 sont endémiques. Donc 46%, c'est considérable. Et donc, il y a même là-dedans un vecteur qui est endémique, c'est celui-là, hein, c'est Mascarensis, c'est le seul. Je ne sais pas si c'est pas le seul anophèle du monde, qui doit être un bon vecteur et qui est endémique. En tout cas, c'est assez rare d'avoir un vecteur qui soit endémique. Alors, il n'est pas endémique que de Madagascar, parce qu'on le trouve aussi dans l'archipel des Comores. Enfin bon, on le trouve seulement dans cette région du monde. Plus intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y en a pas mal que j'ai caractérisé de rarissimes. Alors pourquoi rarissimes? Prenons cet exemple-là, Grenieri, parce qu'on a ramassé quelques larves sur la côte est, dans les petits
petits ruisseaux de montagne dans la côte est. Donc on a ramassé quelques larves, je ne sais pas, peut-être une dizaine, j'en sais trop rien, et on a obtenu 0 adulte de ces larves. Donc personne n'a jamais vu aucun adulte. Hein. Personne ne sait ce que c'est que l'allure morphologique du mâle de la femelle de grenouille. Alors là, si la sécurité vous dit, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule femelle qui a été ramassée. On n'a jamais ramassé de larves. La femelle a été capturée une fois dans les années 60, je me rappelle bien, dans le Carac, pour ceux que ça intéresse, dans une réserve forestière. Et on peut continuer comme ça, la canine, pareil, les adultes sont uniquement obtenus à partir de la récolte des larves. Là, c'est des larves qui ont permis la transformation en adulte. Même chose là, une unique série de larves a été ramassée du côté de Diego, c'est notre pays dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc cette série n'a jamais donné d'adulte, on ne sait pas ce que c'est que la femelle, et ainsi de suite. Donc voilà, on a là-dessus 7 qui sont rarissimes. Hein. C'est considéré comme des espèces valides, c'est-à-dire que par rapport à la définition d'espèces qu'on utilisait, c'est-à-dire la définition chimique, dans ces cas-là, c'est des espèces valides, on doit les comptabiliser en nombre d'espèces, et en nombre d'individus, en termes de biomasse, ou en termes de capacité électrique, c'est 0. On peut carrément les oublier complètement. Vous voyez, c'est un peu l'idée qu'on crée de la biodiversité, ça dépend à quelle échelle on travaille. Deuxième étude de cas, ce sont les moustiques aux Seychelles. Alors, je ne peux pas parler des anophèles, vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, en termes de transmission, en termes de maladies humaines, en quoi est-ce que les moustiques des Seychelles sont importants? Eh bien, parce qu'il y a eu une épidémie de paludisme due à un plasmodium non déterminé. On ne sait pas de quelle espèce de plasmodium il s'agit, à Aldabra en 1908. Et puis il y a eu une seconde épidémie. Cette fois-ci, on est sûr qu'elle est due à Plasmodium falciparum parce qu'on a vu des lames, on a vu des gamétocytes de falciparum, on est certain, et puis la symptomatologie était différente. Toujours à Aldabra, donc ça c'est dans les Seychelles coralliennes, hein, c'est dans les îles basses, on va voir des illustrations après. Et puis dans l'île voisine, Assomption et Aldabra sont deux îles vraiment toutes proches. Et cette deuxième épidémie, c'était en 1930-1931. Donc dans ces cas-là, on a eu l'identification du vecteur, c'est un anophèle gambier, du complexe, un anophèle du complexe gambier, mais on n'a pas gardé d'individu, on ne sait pas quelle espèce est-ce qui fait. Et depuis 1931, eh bien, il y a eu 0,4 paludisme aux Seychelles. Donc on considère avec raison que les anophèles sont absents des Seychelles et qu'il n'y a pas de transmission du tout aux Seychelles. Il y a eu également des transmissions de filariose de Bancroft, la Wisteria bancrofti, donc l'agent qui occasionne l'éléphantiasis. Et dans ces cas-là, le vecteur officiel, qui veut dire confirmé, c'est Culex synthetacratis. Pas d'anophèle. En Afrique continentale ou à Madagascar, le vecteur de Wisteria, c'est anophèle, tandis que là-bas, c'est Culex. Et puis il y a eu des transmissions d'arboviroses, comme le virus de la dengue et le virus du chikungunya. Donc dans ce cas-là, le vecteur identifié, c'est surtout Aedes albopictus. Peut-être aussi Aedes albopictus d'ailleurs, mais surtout albopictus. Et les questions scientifiques qui se posent par rapport aux moustiques des Seychelles, c'est que dans les îles granitiques, on peut se demander s'il existe des espèces anophéliennes qui soient endémiques dans les montagnes, utilisant les petits cours d'eau, parce qu'il y en a beaucoup, une île très montagneuse, on va voir des photos, et un petit peu comme sur la côte est à Madagascar. Donc ça c'est une question. Et la deuxième question, c'est est-ce que dans les îles coralliennes, notamment à Aldabra, il est possible qu'ils se soient maintenus à faible bruit, donc les anophèles du complexe gambier qui étaient à l'origine de l'épidémie de 1930. Qu'ils soient présents mais qui n'occasionnent pas de cas paludisme, peut-être parce qu'il n'y a pas de plasmodium dans la population humaine. Et donc pour répondre à ces deux questions, il fallait aller sur place. Et donc ça, c'est ce que nous avons fait avec les collaborateurs de cette communication, hein, que je vous ai mentionné tout à l'heure. Et donc on est allé aux îles coralliennes et aux îles granitiques. Alors, bon oui, c'est pas de... Madagascar, vous voyez, la côte est de l'Afrique. Ici, c'est les îles granitiques, dont un agrandissement est là. La plus grande, c'est Mahé, qui est la capitale. Il y a Pralin qui est là. Les Italzoum, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est ça? Rouge? Orange, c'est bien? Ok. Ça va disparaître tout seul? Les Italzoum? Oh, connerie. Ça vient de rien. Hein. C'est bien. Tu peux revenir en arrière. Vas-y.
refait des vite. De quoi? Ah non, mais c'est bon, hein. C'est bon. Allez, on y va. Non, pas de problème. Donc Madagascar, la côte est de l'Afrique, les seychelles granitiques, hein, en termes géologiques c'est du granit essentiellement. L'île principale de Mahé, il y a la capitale, il y a le port, il y a l'aéroport, et il y a 90% de la population. Une île secondaire qui s'appelle Praslin, il y a à peu près 7% de la population. La troisième île qui s'appelle la Digue, voilà, et avec Mahé, Praslin et la Digue, on a 99% de la population seychelloise qui habite là. Toutes les autres îles qui sont là, ou toutes les autres, hein, elles sont quasiment désertes, on va dire. Par rapport au nombre d'habitants, au nombre de résidents en tout cas. Et toutes ces îles-là, c'est ce qu'on appelle les îles coralliennes, alors elles sont complètement différentes, je vais vous montrer des photos tout de suite. C'est une nature géologique donc de type corallien, et qui sont complètement différentes, rien à voir. En termes de distance, donc Kenya à Mahé, donc de là à là, 1400 km, et puis par contre, des Comores à là, c'est beaucoup plus proche, 420 km, Madagascar à Farkar, c'est là Farkar, et du Farkar 300 km. Voilà, donc c'est des ordres d'idées. Donc on est allé dans ces îles-là, Mahé, Praslin, la Digue, aride, Mahé, Praslin, la Digue, aride, ici, la toute petite, c'est une île peuplée d'oiseaux. Il y a 15 millions de couples qui viennent nicher sur ce petit îlot par an, de couples d'oiseaux. Et puis dans les îles coralliennes, il y a Aldabra et Assomption dans lesquelles on est allé. Aldabra c'est là, et Assomption c'est là. C'est deux îles côte à côte. On est allé évidemment dans ces îles-là parce que c'était là qu'il y a eu l'épidémie de paludisme en 1930. Alors quelques vues de Mahé, l'île principale, vous voyez que c'est montagneux, que c'est haut, que c'est le port qui est là. Et puis des pas, c'est très touristique, hein, c'est une région du monde qui vit beaucoup du tourisme. Très montagneux. C'est vraiment l'ambiance côte est de Madagascar, pour ceux qui connaissent. Avec des coins très particuliers. Là, c'est à Praslin, c'est une forêt qui est uniquement composée de palmiers. Que des palmiers dans cette forêt. Et sur ces 5 espèces de palmiers, il y en a 3 endémiques. Que j'ai dit peu. Ça s'appelle la vallée de Mai. Très connue. Donc radicalement différent. L'aéroport, l'atoll d'Aldabra, quand on arrive en avion, on voit ce que l'on voit. Ça fait 30 km de long. Et puis il y a à l'intérieur une énorme zone où la mer rentre et sort par un certain nombre de passes qui sont là. Donc en arrivant en bateau, on voit une île si plate, c'est une île qui culmine à 8 mètres d'altitude. Enfin, du tout 8 mètres. Alors vous vous rendez compte, par rapport au temps géologique avec les variations du niveau de la mer, on est sûr que cette île a été totalement submergée il y a 125 000 ans. Il n'y avait pas de terre émergée. Tout était sous la flotte, donc on peut penser que toutes les espèces terrestres ont été noyées. 125 000 ans, c'est rien à l'échelle géologique. Hein. On avait ce plateau-là, ceux qui connaissent Phil Goodman le reconnaissent, un de l'eau, et pour l'anecdote qui peut me permettre, eh bien ce bateau, donc un mois après notre mission, qui nous a permis de circuler dans les îles que je vous ai mentionnées, a été attaqué par des pirates somaliens, avec l'équipage qui était là, et donc ils ont été emmenés de force sur la plage en Somalie. Ils se sont assis sur la plage pendant 3 mois. Et quand la rançon de, je ne sais pas combien, 300 000 $ a été payée, eh bien, le bateau a été coulé. Vive la piraterie maritime. Et l'équipage a regagné les Seychelles en passant par le Kenya. Donc, à un mois près, passé 3 mois sur la plage. Que c'était dans des missions scientifiques aussi. Voilà d'autres vues de l'île corallienne d'Aldabra, archiplate, hein, je vous ai dit. Pas forcément très accueillant, hein, c'est pas des îles paradisiaques, hein, s'il n'y a personne dessus, on sait bien que c'est pas seulement pour la protection de la nature, c'est parce que c'est pas très agréable. Des gîtes dans lesquels c'est bourré de large, hein, un coup de gîte égale 100 large, et puis quand on fait un piège lumineux comme celui-là, vous voyez que chaque point c'est un moustique, et dans ce piège-là, il y a 8500 moustiques capturés en une nuit. Voilà. C'est une estimation, je les ai pesés, je ne les ai pas comptés. Alors voilà le résultat de la biodiversité des moustiques au Seychelles. Donc 5 genres de moustiques, Aedes, Anopheles, Culeps, Mansona, Uranothenia. Et ça, c'est les différentes études, on va dire, un peu significatives qui ont été faites aux Seychelles. Donc Théobald 1912, c'est le premier qui trouve 9 espèces différentes. Hermite, qui en trouve une, et non des moindres, donc Gambier, le responsable de l'épidémie, Gambier SL,
le concept de l'épidémie dont je vous ai parlé à Altabra, et ainsi de suite. Donc 9, 1, 7, 8, 13, 13, 10, 7 et 18. Alors 18, c'est nous. Hein. Vous voyez, comme on est bon, c'est nous qui en avons capturé le plus grand nombre. Alors, ça me pose problème, parce que ces gens-là sont des gens éminemment respectables et qui ont travaillé bien. Mais sachez qu'ils n'ont pas tous travaillé, par exemple, dans les îles coralliennes, ou alors qu'ils n'ont pas tous travaillé dans les îles granitiques. Donc, souvent c'est l'un ou l'autre. Et je vous ai mentionné tout à l'heure que les Seychelles avaient changé de surface géographique selon l'histoire. Donc, nous qui avons fait, c'est-à-dire, et qui sommes allés dans ces régions-là en choisissant les endroits, et bien c'est un peu logique qu'on en capture le plus grand nombre. Enfin 18 sur 21, c'est pas mal, d'autant plus qu'un effet Gambier, eh bien il n'existe pas au Seychelles à l'heure actuelle. Donc voilà, on a trouvé 18 sur les 20 qu'on aurait pu trouver. Donc c'est un beau score, c'est assez fier de nous. Et donc toutes ces espèces-là, donc je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça relève vraiment du spécialiste, mais voilà, on a trouvé par exemple pour la première fois Culex-Piquins, on en a trouvé Aldabra. On est les premiers à avoir trouvé cette espèce et qui n'avait jamais été mentionnée avant. C'est cette ligne-là. Donc on a trouvé une nouvelle espèce, c'est pas du tout nouvelle pour la science, un Piquins c'est archi abondant, on le trouve partout. Mais normalement, on trouve Cynicus faciatus, parce que ça fait partie du même complexe, entre guillemets. Ça ne devrait pas être un complexe parce que le mâle est extrêmement différent. Les génitalia du mâle dont je vous ai parlé tout à l'heure permettent à tous les coups de faire la distinction entre Piquins et Cynicus faciatus. Voilà. Et puis il y a des Uranocenia qui sont tous les trois, donc archi abondants aussi, qu'on trouve. Quand on va les chercher, on les trouve. On va ramasser des larves dans les phytopelmes et on les trouve toujours. Les endémiques, sur la biodiversité, c'est aussi s'intéresser aux endémiques. Et donc on a 5 espèces qui sont endémiques, les 3 Uranocenia, un Culex stellatus qu'on trouve pas ailleurs qu'au Seychelles, et un Aedes. C'est une nouvelle espèce que nous allons décrire. Et c'est cette espèce-là qui est frère du cerf, une espèce, on va dire, d'Aedes frayeri. La femelle est très peu différente, et le mâle est très différent, la larve est très différente. Elles ont été confondues jusqu'à présent. Et donc ça nous a permis de faire cette distinction entre ces deux espèces, et donc de décrire une nouvelle espèce ou qui avait été confondue ou mal nommée. Enfin, c'est une telle pagaille que entre frayeri et cette espèce-là, on sait maintenant faire la distinction, et donc ça fait partie des prochaines publications que je dois faire. Quelques caractéristiques sur les origines de peuplement. Il y en a qui viennent de la région afrotropicale, c'est bien normal, puisque la proximité de l'Afrique fait qu'il y a un lien. Il y en a qui sont endémiques, il y en a qu'on trouve dans le monde entier. Il y en a qui sont d'origine indo-malayienne, c'est-à-dire qui viennent de l'autre côté de l'Asie. Il y en a une qui vient de l'Australie, c'est laquelle c'est un Culex tréténuin, si je ne m'abuse. Non, pas celui-là. Non, c'est bien, c'est peut-être pas plus. Piquins, c'est celui-là, merci. Piquins. Et autres, alors autres, on ne les mentionne pas parce que dans ces cas-là, on n'en parle pas. Et les Uranocenia sont tous endémiques des Seychelles. C'est remarquable, 100% endémiques, mais dans un sens dénommé. Alors, des caractéristiques de bioécologie, la résistance de l'œuf à la lubrification et des vecteurs éventuels de maladies qui sont mentionnés là pour mémoire. Donc, au final, qu'est-ce qu'on retient? C'est que